سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا، رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، للمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عطف على من يصارع السقم، ولنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. Aujourd'hui, j'ai envoyé des messagers à travers tout le pays. Dans chaque ville, dans chaque village, ils emportent ce décret. J'impose à l'Égypte une tâche qui serait impossible dans tout autre pays au monde. Sur les sables du désert, vous bâtirez une pyramide. Ce sera un édifice plus grand que tout autre sur la surface de la Terre. Cette pyramide sera mon lieu de repos pour ma vie future. Chacun de vous est lié à moi par un pacte. Qu'il travaille comme jamais homme n'a travaillé. Et moi, le Dieu vivant de l'Égypte, je vous fais une promesse. Cette promesse, c'est que chaque homme, par son travail, s'assurera dans sa seconde vie une demeure pour lui-même. Acceptez-vous? D'un seul cœur, le peuple répondait à l'appel de Pharaon. Il arrivait des fermes et des oasis, des vallées et des montagnes. Il abandonnait son existence habituelle et se mettait en route vers la tâche sacrée. Et il chantait des chants de foi et d'allégresse. Milan Hubl, l'historien tchèque, disait ceci: pour liquider les peuples, on commence par leur enlever la mémoire. On détruit leurs livres, leur culture, leur histoire, puis quelqu'un d'autre leur écrit d'autres livres, leur donne une autre culture et leur invente une autre histoire. Ensuite, le peuple commence lentement à oublier ce qu'il est et ce qu'il était, et le monde autour de lui l'oublie encore plus vite. Je pense qu'il nous est arrivé exactement la même chose. Les gardiens de la simulation nous ont inventé une histoire et l'ont écrite et modelée à mesure que le besoin s'en faisait sentir. La seule différence réside dans le fait qu'ils n'ont même pas eu besoin d'effacer notre histoire, puisque d'histoire réelle, avant ce cycle de 1000 ans, nous n'en avons peut-être jamais eu. Mes amis chercheurs de vérité veulent encore croire absolument à ces civilisations antédiluviennes. Des
Des géologues ont découvert que le sphinx a été lavé par des pluies incessantes pendant des siècles. Or, ces averses n'ont pu survenir que des milliers d'années avant le règne des pharaons. Est-ce à dire que le sphinx a été bâti bien avant l'aube de la civilisation? L'enjeu ici, c'est toute l'histoire de la civilisation. Il n'y a peut-être pas eu un déroulement linéaire de l'homme des cavernes débiles à nous autres très intelligents avec nos bombes atomiques et notre dentifrice au fluor. Parfois, des faits nouveaux viennent bouleverser les théories dominantes. C'est sur ces faits que nous allons nous pencher aujourd'hui en compagnie de spécialistes qui élaborent de nouvelles théories susceptibles de changer notre regard sur l'histoire de la civilisation tout entière. Ce visage monumental a été sculpté par les Olmecs du Mexique. On pense qu'il y a 2000 ans au Bamou. Les traits sont nettement africains. Pourtant, les Noirs ne sont censés être arrivés en Amérique qu'après Christophe Colomb. Dans un ouvrage intitulé « L'archéologie interdite de l'Atlantide au Sphinx », Colin Wilson rassemble divers éléments indiquant l'existence d'une grande civilisation disparue à une époque antérieure à l'histoire. J'imagine que vous ne croyez peut-être toujours pas que ce mensonge intégral soit possible. Alors, eh bien, revenons un peu à ce principe du mensonge. Un premier mensonge, le mensonge originel, si vous voulez, a orienté le reste des mensonges, et ainsi de suite. Les mensonges, en fait, vont s'accumuler les uns derrière les autres, couche par couche. Et à chaque fois, le menteur, celui qui imagine ces mensonges et qui les présente aux autres, à chaque fois, le menteur doit tenir compte du mensonge précédent, car évidemment, il faut sauver les apparences d'une cohérence. Mais il n'empêche qu'à force de mensonges, il s'éloigne tellement de toute vérité et de toute réalité qu'il lui est impossible de revenir en arrière. Même chose d'ailleurs pour sa victime. Le mensonge qui a été proféré ou qui a été accepté finit par devenir réalité. Il devient la vérité. Eh bien, on peut dire que le mensonge, de ce fait, est devenu le premier pilier de la matrice, car il tient tout le système en place. Le mensonge est imbriqué à l'intérieur de nos sociétés. Alors, comment voudriez-vous sérieusement que la science que nous avons échafaudée nous-mêmes puisse échapper au mensonge? Il est amusant de voir, par exemple, que tous les sites archéologiques connaissent plusieurs périodes. Notamment, il y a la saison des fouilles, qui est très intense, et puis les archéologues se retirent, ils referment tout ce qui a été ouvert, et ils disparaissent du site et reviennent l'année suivante. Que se passe-t-il pendant la saison morte ? Et ça explique bien aussi ce qui se passe sous l'eau, qu'en quelques mois, on peut poser un bloc sous l'eau à cet endroit-là, on revient 2 mois après, il s'est déplacé de 2-3 mètres. Hein. Eh bien, imagine en 2000 ans d'histoire, un bloc qui fait 300-400 kilos, il peut être transporté. Alors ça aussi, ça fait partie des facteurs de difficulté en plus pour trouver les morceaux de statue. Est-ce qu'on ne prépare pas le site pour les trouvailles de la saison suivante? C'est une question que je me suis toujours posée. Les archéologues vous diront que c'est normal. D'abord, il faut qu'ils rentrent chez eux, puis ils doivent étudier ce qu'ils ont découvert et donc passer du temps en laboratoire. Mais moi, ça m'a toujours étonné de considérer qu'il n'y avait pas une deuxième équipe de remplacement qui prenait le relais pour poursuivre les fouilles. Pourquoi laisser pendant plusieurs mois le site à l'abandon, quoi, quasiment. En fait, dans cette grande entreprise du faux, qui est devenue une entreprise à l'échelle industrielle, j'imagine que pour chaque découverte, 2 équipes, voire même 3 équipes, se succèdent. Il y a une première équipe
qui est composée d'artistes qui vont concevoir les objets et les présenter dans leur jus. Et puis il y a une seconde équipe qui va positionner les objets sur le site de façon à rendre leur découverte crédible. Et ensuite arrive sur le terrain la troisième équipe, celle des découvreurs. Donc forcément, le scénario archéologique, lui, il va s'enrichir de ces trois versions, des trois équipes qui sont totalement indépendantes les unes des autres et qui sont simplement chapeautées et supervisées par une toute petite poignée de savants initiés. C'est comme au cinéma, il y a l'équipe de réalisation et puis il y a l'équipe du montage. Au-dessus de ces deux équipes, vous avez le réalisateur qui chapeaute et supervise l'ensemble de la création. La fable est évidente, comme lorsqu'on raconte une histoire à un enfant. Mais c'est l'enfant qui veut absolument y croire et qui passe outre l'évidence du conte de fées. Alors, allons-nous continuer de nous comporter comme des enfants en avalant toutes les couleuvres qu'on nous présente? Pas besoin de le présenter, les enfants le connaissent tous. Il a une grosse barbe, il a un chapeau, il est gros. Et depuis le 19e siècle, il porte le même manteau rouge. Quand les parents leur disent qu'il y a un Père Noël qui va passer par la cheminée et qui va amener les cadeaux, quand ils sont petits, ça pose aucun problème. Ça fait partie de la pensée magique. Et... Les parents ont d'abord été des enfants. Leur inconscient en conserve pour toujours le souvenir. Et vous avez remarqué, pour découvrir des sites archéologiques majeurs, soit ils prennent un enfant, ou alors 4 enfants, comme à Lascaux, soit ils vont mettre en avant le hasard, c'est-à-dire que quelqu'un va aller chercher un ballon, ou encore c'est un chien qui va creuser fortuitement un terrain, ou encore un berger qui va, en cherchant une chèvre, trouver une grotte comme à Qumran. C'est un journaliste qui accompagne les scientifiques. Alors, tandis que les scientifiques cherchent dans le sable où il n'y a rien, à quelques mètres de là, c'est l'innocent qui tombe par hasard sur le jackpot. Le photographe du magazine National Geographic, Mike Etwer, faisait partie de l'expédition. Je n'avais découvert aucun gros os lors de ce voyage et je voulais vraiment en dénicher un. Je me suis dirigé vers des collines et j'ai vu un os de jambe attaché à une hanche, puis 2 os de bras, puis des squelettes avec les crânes cisaillés en 2 par le vent. On aurait dit des tasses et on les a posés sur l'un des 4x4 et j'ai parlé des squelettes à l'équipe. Paul a compris que c'était important. Toute personne un petit peu critique et objective se dirait que ça paraît tout de même un peu gros tout ça. Ça ressemble beaucoup à ce que vous faites, vous, pendant la période de Pâques, pour trouver les œufs au chocolat avec vos enfants. Eh bien, quand il s'agit de nous inventer notre histoire, c'est un peu la même chose. On nous traite comme des enfants. En réalité, tout ça est toujours qu'une méthode de mensonge qui existe de tout temps et qui a été vraiment mis en place dès la période de la Seconde Renaissance. De fait, c'est comme ça. Mais c'est jamais des touristes dans le désert qui sont là pour méditer, qui trouvent un dinosaure. C'est à chaque fois le chasseur de dinosaures qui va dans le désert et qui trouve presque toujours ce qu'il cherche. Ça sera grâce à son chien, grâce à son enfant, grâce au plus grand des hasards. Mais dites-vous bien qu'à chaque fois, dans les grandes découvertes de la science, quand on vous parle de hasard, c'est qu'il y a généralement anguille sous roche. Le but, on sait, il y a évidemment l'argent et toute l'économie que ce secteur génère.
des milliers d'emplois également. Mais il y a autre chose. Il y a ce que l'on veut nous cacher. Le fait que nous vivons dans une matrice d'illusions et de mensonges. كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم كم عراقيل كسرنا كم حفظنا من رزم كم جسور قد عبرنا كم ذرفنا من حمم نبتغي صيد المعالي نبتغي رأس الهرم نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم نستهين كل غالي كي نحقق الحلم انسى إننا نبالي بل نسير للأمل إن قمة الجبال تستحق لا جرم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم سوف نبقى هنا